Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Emmanuel Caillot, professeur d'université au CNAM et auteur du Petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, reçoit dans cet épisode Céline Offert, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre. Bonjour Céline, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Emmanuel. Je suis Céline Offert, j'ai 43 ans. Je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre, où je travaille au sein du centre de recherche en éducation et formation, au sein de l'équipe Appford, donc Apprenance Formation Digitale. Quel a été ton parcours professionnel? J'ai démarré en tant que psychologue du travail de formation. À l'université de Strasbourg, j'ai été d'abord accompagnatrice VAE. J'ai ensuite été responsable de la cellule VAE au sein du service de formation continue donc de l'université de Strasbourg. Ces missions m'ont posé beaucoup de questions. Le contact avec les candidats, avec les enseignants, ça m'a beaucoup questionnée. Et dans un premier temps, j'ai souhaité faire moi-même une VAE pour vivre l'expérience que vivaient les candidats. Donc la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Et suite à cette VAE, donc sur un master en sciences de l'éducation et de la formation, j'ai été encouragée à poursuivre par un doctorat. C'était effectivement le dispositif qu'il me fallait pour mettre encore au travail tous mes questionnements. Suite à l'obtention de ce doctorat, j'ai pu obtenir un poste de maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre. Je fais ma deuxième rentrée cette année. Alors tu présentes ça comme si ça avait été super facile, alors que j'imagine que c'était bien plus compliqué à vivre. C'est-à-dire que passer d'une position de administrative plus doctorant, puis se présenter à des postes d'enseignant-chercheur. C'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on est recruté enseignant-chercheur. Surtout que là, tout d'un coup, tu te présentais à des postes d'enseignant-chercheur. Si c'est pas indiscret, tu as quel âge, quoi? Tout d'un coup, tu as un parcours original, on va dire ça comme ça. Oui, alors j'ai 43 ans. Alors c'est vrai qu'en termes de posture, ça n'a pas été si facile que ça. Alors surtout au moment du doctorat, puisque c'est vrai que quand je me suis lancée sur ce doctorat qui portait ma thèse portait sur le cheminement apprenant des candidats à la VAE dans l'enseignement supérieur français. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais que le fait d'être très au fait de ce dispositif, de côtoyer aussi des candidats, m'offrait un terrain qui allait faciliter la thèse. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était finalement pas le cas, parce que ça m'obligeait à changer de posture, hein, clairement. Alors j'ai toujours peut-être été assez militante, on va dire, vis-à-vis du dispositif. C'est vraiment un dispositif auquel je crois, que je trouve particulièrement pertinent dans notre société actuelle où tout va très vite, où les carrières ne sont plus longilignes, où il y a des ruptures dans les carrières, etc. C'est vrai que je me suis, je me suis rendu compte que le fait d'être moi-même euh, sur le terrain, c'était à la fois facilitant pour accéder au terrain en tant que tel, pouvoir enquêter, et en même temps, ça me demandait peut-être un plus grand effort pour prendre de la distance et regarder le dispositif de manière objective, comme un chercheur peut le faire, bien que le chercheur se bat toujours avec sa subjectivité. Il n'est jamais neutre, mais pour autant, dans sa recherche, il se doit de répondre aux questions de manière objective. Donc effectivement, ça a été compliqué dans un premier temps, et en même temps, je trouve que ça a été un vrai tournant pour moi, parce que je me suis rendu compte aussi que par la recherche, je pouvais faire autre chose pour le dispositif que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que
en tant que administratif, j'étais quelque part à faire en sorte que le dispositif fonctionne au sein de l'université, qu'on ait des candidats qui puissent en bénéficier. Pour autant, je pouvais parfois être un peu frustrée parce que c'est un dispositif aussi qui a beaucoup évolué. Euh, Pas toujours dans le bon sens, mais qui en tout cas a essayé de s'adapter aux évolutions du marché de l'emploi, ce qui posait pas mal de défis pour les acteurs sur le terrain. Et aujourd'hui, en tant que chercheur, je me sens plus légitime aussi pour peut-être penser différemment le dispositif, essayer d'anticiper ce qui risque de poser problème par rapport aux évolutions qui sont souhaitées par le gouvernement et espérer être entendu pour que ça aille dans le bon sens et que ce dispositif préserve toute sa force qui est de reconnaître qu'on peut apprendre en dehors de cadres formels et que cette expérience est tout aussi intéressante et tout aussi forte que ce qu'on peut apprendre en formation. Qu'est-ce qui t'a motivé à basculer de administratif à enseignant-chercheur? Parce qu'une fois que tu avais ton doctorat, tu aurais très bien pu continuer dans les corps administratifs et techniques, Mm. ingénieur d'études, ingénieur de recherche. Et pourquoi est-ce que tu as eu la volonté de basculer enseignant-chercheur avec toutes les difficultés que ça représente de, de- de- le nombre de postes est limité, Mm. c'est difficile, et puis toi, ça t'a amené à muter aussi, à changer de lieu géographique alors que Mm. tu as encore ta famille à un autre endroit. Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à tenter de devenir enseignant-chercheur et réussir? Bravo. Alors, déjà, c'est amusant parce que quand j'ai démarré ma thèse, une des premières questions que m'ont posé mes directeurs de thèse, donc Emmanuel Triby et Maria Pagoni, c'était est-ce que, voilà, est-ce que le but c'est d'être enseignant-chercheur? Et moi, je leur avais tout de suite dit, ah non, non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout envie d'être enseignant-chercheur. Je suis très bien là où je suis. J'ai juste envie de pouvoir répondre autrement aux questions que je me pose. Et puis, petit à petit, euh, c'est devenu comme une évidence parce que j'ai vraiment un grand intérêt pour la recherche. Et j'avais envie aussi de pouvoir consacrer plus de temps à la recherche parce que j'ai fait ma thèse à côté de mon activité professionnelle qui était en plus à ce moment-là une activité à responsabilité puisque j'encadrais des agents. Et c'était une activité à temps plein. Donc voilà, c'était pas évident. Du coup, j'ai fait de la recherche, mais sans vraiment avoir un temps professionnel dédié pour ça, bien que j'avais quand même une direction qui était très, qui me soutenait beaucoup dans ma démarche. Et du coup, c'est devenu comme une évidence que j'avais envie, dans la suite de ma carrière, de pouvoir consacrer plus de temps à la recherche. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Enfin, beaucoup de chance. J'ai sans doute aussi fait en sorte d'avoir beaucoup de chance, mais c'est vrai que j'ai soutenu ma thèse au bout de 3 ans. Donc déjà, j'ai essayé de ne pas faire traîner les choses. Et puis, rapidement derrière, j'ai pu obtenir la qualification en fonction de maître de conférence. Il y a un poste qui s'est ouvert à l'Université Paris-Nanterre, qui est au sein de l'équipe Abford, qui est donc l'équipe qui travaille sur la notion, enfin le concept même d'apprenance. Et donc, comme c'est un concept clé dans mes travaux, je ne pouvais pas envisager de ne pas candidater sur ce poste. Je, je, je nourrissais peu d'espoir, à vrai dire, d'obtenir ce poste et finalement, je l'ai obtenu. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je pense que j'ai eu beaucoup de chance, même si je pense aussi avoir beaucoup travaillé pour Bien en sûr. arriver là où je suis. Qu'est-ce que, enfin, tu disais, c'est ta deuxième rentrée. Qu'est-ce Mhm. que tu as trouvé difficile pour prendre ton poste d'enseignant-chercheur? Qu'est-ce qui t'a surpris? Parce que tu connaissais le milieu quand même, tu étais dans une université, tu travaillais avec beaucoup d'enseignants-chercheurs, tu étais en Mhm. thèse. Qu'est-ce qui t'a surpris et qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Alors, peut-être d'abord ce que j'ai trouvé difficile,
ça a été le fait de me rendre compte, alors peut-être que certains n'aimeront pas cette formulation-là, mais de me rendre compte que le maître de conf, c'est un petit entrepreneur, parce que quelque part, il a beaucoup d'autonomie. Mhm. Et il doit faire des choix parmi toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à l'université Paris-Nanterre, bah, on m'a proposé beaucoup de choses, que ce soit dans l'enseignement, dans la recherche, sur les fonctions administratives. Et je commence là sur la deuxième année à essayer de faire des choix. Mais c'est vrai qu'au départ, ben, je disais oui à tout parce que tout avait l'air très intéressant, tout était très enthousiasmant. Mais c'est vrai qu'on peut vite se retrouver sous l'eau, puisqu'il n'y a personne qui est là pour dire attention, la charge risque d'être trop importante. Donc, je pense que c'est ça qui a été le plus difficile de quelque part me limiter dans les propositions que j'accepte ou que j'accepte pas, quoi. Et ce qui m'a surpris, euh, alors bon, déjà, c'est sûr que euh, précédemment, je travaillais donc avec un public adulte, plutôt avancé en termes de carrière et d'âge, on va dire. Donc un public généralement plutôt impliqué, plutôt motivé. Et là, c'est vrai que même si j'avais déjà eu l'occasion d'enseigner à des étudiants de formation initiale, bah, c'est pas la même dynamique. Et ça demande, bah, ça me pose un challenge pour intéresser les étudiants, surtout que moi, j'enseigne beaucoup bah, sur les spécificités de la formation d'adultes, la sociologie de la formation, etc. Alors que ben, j'ai principalement des étudiants qui se destinent à devenir professeurs des écoles et donc la formation d'adultes, c'est pas forcément ce qui les passionne en premier lieu, mais on y arrive finalement et je suis toujours très contente aussi là en fin d'année dernière quand certains me disaient ben, oh, bah, finalement je me dis que j'aimerais bien travailler dans la formation d'adultes donc voilà, et puis c'est aussi l'occasion pour moi de parler de VAE, parce qu'avant, ben, quelque part, je parlais de VAE à des gens qui étaient directement concernés. Mais je trouve que c'est essentiel aussi de parler de ces dispositifs aux plus jeunes, parce que peut-être que plus tard, dans leur carrière, ils pourront mobiliser ce dispositif, comme ils pourront aussi mobiliser la formation continue. Donc c'est aussi envoyer le message aux étudiants que ben, tout n'est pas joué à la sortie des études et que ils vont pouvoir y revenir et apprendre tout au long et tout au large de la vie, comme le dirait Philippe Carré, père de l'apprenance. Oui. Et qu'est-ce que tu trouves de bien finalement dans le métier d'enseignant-chercheur? Maintenant que tu es dedans, tu as dit ça t'a surpris, ça c'était un petit peu difficile. Qu'est-ce que tu trouves de positif dans ce type de statut aujourd'hui? Alors, bon, c'est sûr que le fait d'avoir beaucoup d'autonomie dans l'organisation de travail, moi, je trouve ça plutôt positif. Ça permet aussi de varier, je dirais, les tâches sur lesquelles on se penche en fonction de l'humeur du moment. Je peux organiser mon emploi du temps globalement comme je veux, mis à part les cours, bien sûr, qui, ceux-là sont fixes. Euh, mais voilà, ça, je dirais que c'est franchement appréciable. Après, bah, ce que j'apprécie vraiment, comme je le disais avant, c'est de pouvoir agir différemment pour les dispositifs qui visent l'emploi et la formation. Euh, et puis, ce que je trouve aussi très appréciable, c'est le travail avec l'équipe, parce que finalement, c'est un métier on est plutôt solitaire. Et du coup, le fait d'avoir une équipe qui est très disponible, avec qui on échange beaucoup, bah, ça permet de débattre, de s'ouvrir à d'autres points de vue. Et ça me paraît essentiel pour justement bah, continuer d'avancer, d'innover à la fois dans mes pratiques pédagogiques, mais aussi bah, d'entrevoir de nouveaux projets de recherche. Et ça, c'est très enthousiasmant. On va passer une partie un peu plus équilibre entre ta vie pro et ta vie personnelle. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton métier? T'as du temps pour faire autre chose? Tu fais quoi? Alors, pour le moment,
pas trop. Pas trop. Bon, alors j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me soutient beaucoup et qui tient une vraie place dans le foyer, hein, qui Mhm. s'occupe aussi des tâches quotidiennes. Et puis j'ai une fille qui a 15 ans, donc elle est relativement autonome elle aussi. Mais c'est vrai que là, depuis l'année dernière, ben, je n'ai pas trop fait grand-chose à côté de mon travail, mais aussi parce que, alors c'est peut-être une difficulté en même temps, c'est que la recherche, en tout cas la recherche, vraiment, elle empiète quand même aussi sur le temps personnel parce que c'est difficile de couper. Je veux dire, quand on est lancé sur une recherche, c'est quelque chose qui est enthousiasmant et on peut pas s'arrêter de réfléchir parce que voilà, c'est la fin de la journée de travail. Donc, euh, en même temps, j'ai pas vraiment l'impression de travailler quand je fais de la recherche Mhm. parce que ça me passionne. Donc, je vais beaucoup lire, je vais beaucoup échanger aussi avec d'autres collègues. Disons que en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai pas l'impression d'avoir une journée qui commence, enfin une semaine de travail qui commence le lundi et qui s'arrête le vendredi. Donc, c'est difficile en fait de faire la frontière entre vie privée, vie professionnelle en termes de temps de travail. Après, bon, je suis une grande marcheuse en fait. Moi, j'aime beaucoup aller marcher. Donc ça, par contre, c'est une activité quotidienne. Je vais marcher 1 heure chaque jour pour essayer à la fois de me changer les idées, mais aussi de faire avancer les idées parce qu'on réfléchit beaucoup quand on marche. Et puis après, ben, c'est vrai que j'aime bien voir les amis. Mhm. Ça aussi, ça détend, quoi. Oui, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes partager en ce Alors, moment? ouais, je pourrais parler du dernier ouvrage de Philippe Carré, donc, Mhm. qui est à l'origine du concept d'apprenance. Il a sorti un ouvrage cette année qui s'appelle L'efficacité pédagogique en formation d'adultes et qui porte en fait sur les conditions de l'efficacité en situation de formation. Et ce qui est assez intéressant dans cet ouvrage, c'est que c'est pas à proprement parler un ouvrage de recherche. Il est en fait allé enquêter auprès de pédagogues pour essayer de faire une synthèse de quelles pourraient être ces conditions de l'efficacité et sans spoiler pour les lecteurs, euh, l'ouvrage ne répond pas complètement à la question parce que il y a quand même beaucoup de variables qui rentrent Mhm. en compte et la quête de l'efficacité pédagogique reste ouverte. Puis est-ce qu'on doit vraiment chercher une efficacité? C'est une question toujours pour moi. Quelle est ta chanson préférée? Là, spontanément, qu'est-ce qui me viendrait? Lou Reed, Walk on the Wild Side, c'est ça D'accord. le titre, Ouais, je crois. ouais. Un dernier mot? Un dernier mot, vive la VAE. Merci beaucoup, Céline. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.